Vous êtes sur Média 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de buzz, nous allons nous intéresser à l'avenir de cette jeunesse africaine en parlant évidemment dans la première thématique de cette prise de pouvoir par les militaires en Afrique de l'Ouest. Qu'en pense la jeunesse? Ils sont sur ce plateau de Génération News, ils vont nous livrer leur avis en ce qui concerne évidemment cette prise de pouvoir. En deuxième partie d'émission, toujours en lien avec la première, on parlera de cette forme de leadership de la jeunesse. Comment aujourd'hui emmener ces leaders jeunes à une éclosion sur le continent. On parlera de cette thématique en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Franz. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à toi, Régis. Et nous avons juste à côté de toi, mon cher Franz, Mariam. Vous êtes étudiante en statistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé, je l'espère également, pour notre ami Liven. Vous êtes marketeur, étudiant en marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, Régis. C'est un plaisir toujours d'être là. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec Achille. Vous êtes juriste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, je l'ai souligné. On va parler un petit peu de cette prise de pouvoir par les militaires dans certains pays en Afrique de l'Ouest. On parle du Mali, de la Guinée ou encore récemment du Burkina Faso. Qu'est-ce que la jeunesse pense justement de cette prise de pouvoir successive par l'armée, mon cher Franz? Comment analyses-tu un peu cette prise de pouvoir par l'armée sur le continent, en l'occurrence en Afrique de l'Ouest? Bon, déjà, il faut dire que la thématique tombe à point nommé parce que c'est une question d'actualité. Et il n'est pas facile de se prononcer sur la question parce qu'il s'agit de prendre l'opinion de toute la jeunesse et donner un avis au nom de toute cette jeunesse africaine. C'est pas facile, mais je pense quand même que les avis que nous allons donner sur le plateau sont des avis qui comptent pour déjà être jeune, donc impliqué par rapport à cette thématique. Ce qu'il faut déjà dire à la base, c'est qu'un coup d'État, quand on consulte un peu le droit en général, sinon les constitutions qui sont les maîtresses même des règles de chaque État, un coup d'État à la base est anticonstitutionnel. Ce n'est pas un moyen légal, sinon juste au sens de la justesse par lequel on prend le pouvoir. Donc, du point de vue déjà du droit, il faut dire que l'appréciation qu'on fait du coup d'État, c'est une appréciation négative. Ouais. Par contre, on va là où la Constitution, sinon le droit va avoir ses limites, c'est au niveau de la légitimité du coup d'État. Et naturellement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que par rapport à la jeunesse, sinon la population, parce qu'aujourd'hui la grande population de l'Afrique, elle est jeune. Oui. Est-ce que la jeunesse, par sa légitimité, accorde la légitimité à ces coups d'État qui se font? Ça, c'est une question justement. Mariam, vous êtes tchadienne de nationalité. Comment justement avez-vous, on va dire, analysé, apprécié, alors c'est pas peut-être une prise de pouvoir au Tchad, mais en tout cas l'armée est au contrôle du pays. Comment, avec du recul, en tant que tchadienne, vous avez apprécié cette prise de pouvoir par les militaires? Je pense que le pouvoir appartient au peuple et c'est au peuple de désigner une personne de confiance pour diriger les pays et mener le pays sur la voie du développement. Et là, actuellement, on rencontre souvent des problèmes en Afrique et précisément au Tchad, on a rencontré assez de problèmes, un taux de chômage assez élevé et une situation de crise des polémiques. Raison pour laquelle notre président est décédé sur le champ de la bataille. Et voilà, voir l'armée a pris le pouvoir par la suite. Voilà pour assez réagir et voilà mettre de l'ordre sur le chemin. Donc moi, en tant que Tchadienne, j'apprécie cette prise de pouvoir par l'armée et j'espère que voilà, l'armée assistera et défendra nos droits, nous Tchadiens, et protégera par la suite les Tchadiens. Est-ce que c'est ce que vous ressentez en tant que jeune Tchadienne? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez que le président de la transition actuelle, Idriss Déby Itno fils, Mahamat, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez qu'il commence à répondre à vos besoins, à vos attentes en tant que jeune? Tout à fait, on l'a ressenti dès le début. Bon, au début, il n'a pas tellement pris les choses
au sérieux. Mais par la suite, on remarque que voilà, il assiste à nos besoins et récemment, il a baissé le prix de l'Internet. Ça a été un plaisir pour nous en tant que Tchadiens et à nos compatriotes aussi. Et on espérera voir des nombreux projets. Exactement. Et par rapport à ça, on revient un petit peu à l'Iven, on parle de prise de pouvoir par les militaires, on a parlé du Mali, on a parlé de la Guinée, récemment du Burkina Faso. Comment cette jeunesse-là, justement, parce que France a un petit peu abordé le sujet, comment cette jeunesse pourra aujourd'hui, en tout cas, avoir on va dire, droit à la parole en ce qui concerne évidemment cette prise de pouvoir par les militaires? D'accord, merci pour la question, Régis. Après, permettez-moi, avant de poursuivre dans mon argumentaire, loin de nous d'être des spécialistes forcément de la question, ou bien des politiciens au sens pur du terme. Non, mais vous êtes jeune et vous avez le droit de... Et on a le droit de pouvoir apporter nos éléments de réponse. Après, l'analyse qu'on fait, l'analyse globale de ce qui se passe un peu, ce que France a qualifié en offre du printemps ouest-africain, un peu de ces coups d'État-là, c'est la question qu'il a soulevée à la fin de son argumentaire, c'est la légitimité. Donc, d'un point de vue constitutionnel, déjà, nous condamnons dans la forme l'aspect même du coup d'État. Ça, on doit être d'accord. Mais est-ce que le coup d'État vient régler un problème profond? Là est la question. Est-ce que les jeunes s'identifient à travers ce coup d'État aussi? Là est la question. Toutefois, on a remarqué, pas pour le cas principalement du Burkina, mais pour les autres pays qui ont commencé avec cette histoire de coup d'État, prise de pouvoir, de prise de pouvoir, c'est que après cette prise de pouvoir spontanée, ils entament des actions de consultation des forces vives de la nation. Et à l'intérieur, on peut retrouver des associations de jeunes qui viennent apporter leur analyse, apporter leur point de vue. Mais moi, ma principale interrogation, c'est de savoir, est-ce que ces jeunes-là, lorsqu'ils viennent s'asseoir sur la table des décideurs, est-ce que ce qu'eux, ils vont proposer est véritablement pris en compte? Est-ce que lors de ces assises-là, qui sélectionne-t-on d'abord pour représenter la jeunesse? Est-ce que c'est une jeunesse bâclée? Est-ce que c'est un échantillon assez représentatif de la jeunesse? Est-ce que c'est uniquement des partis politiques? Comment l'implication de la jeunesse se fait par rapport même à par rapport même au développement du pays? Mais selon toi, Liven, comment cette implication de la jeunesse doit être faite, selon toi? Mais Régis, la solution est simple, il n'y a pas à chercher des midi à 14 heures. Le coup d'État, il est fait, il est consommé. On organise des assises, on fait intervenir les forces vives de la nation avec la représentation de la jeunesse. Pour moi, la jeunesse doit être assez représentative. Premièrement, via des associations, mais des organismes qui existent, pas seulement de nom, mais d'action. Pourquoi? Parce que ce sont ces associations-là qui travaillent sur le terrain, qui encouragent les jeunes, qui mettent en place des initiatives et des organisations permettant aux jeunes d'être indépendants, que ce soit sur le plan financier, bien sûr. Donc, il faut veiller à ce que lorsqu'on implique cette jeunesse-là, on n'implique pas la jeunesse uniquement pour qu'elle puisse faire partie du rapport qu'on va déposer. Mais que cette jeunesse-là, lorsqu'elle est impliquée, qu'on tienne compte. Un facteur non négligeable, en tout cas, dans la résolution de la situation. Achille, je vais te poser la même question. Ton avis, un petit peu de manière générale, sur cette prise de pouvoir par les militaires en Afrique de l'Ouest. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole, Régis. Et mes civilités les plus courtoises à tous mes congénères. Voilà. Donc, on va partir sur le principe et l'exception. D'accord. Donc, dans un souci de renchérissement, dans l'argumentaire de France, voilà. Donc, le principe, c'est qu'il y a des institutions qu'il faut respecter. Il faut respecter également l'autorité publique, le chef d'État et les ministres et autres. Donc, c'est le principe. Et pour prendre le pouvoir, il y a la Constitution qui établit à travers le code électoral la prise de pouvoir pour renverser un régime, voilà, ou pour destituer un gouvernement, tout en respectant l'armature de la Constitution et toutes les règles procédurales. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'exception à ces règles de l'état de droit, c'est l'état d'exception. Donc, lorsqu'on se pose la question sur la nécessité, l'exception, la théorie de l'exception s'impose. D'accord. Voilà, car dans cette théorie-là, il y a également de facto le fait qu'il y ait une exigence de la dérogation. Et c'est cette dérogation-là que l'on utilise lorsque
le principe a des limites. Donc lorsqu'on constate que les libertés fondamentales ne sont plus respectées, les institutions ne sont plus respectées, on utilise la dérogation, donc l'exception, qui veut que lorsqu'il y a la nécessité, on arrive à prendre les armes et à coup d'état militaire et autres, voilà, soulèvement, insurrection et tout. Et donc pour toi, mon cher Achille, c'est les raisons qui peuvent expliquer cette prise de pouvoir par l'armée aujourd'hui dans certains pays en Afrique de l'Ouest. Justement, c'est ça. Donc ça peut expliquer cela. Lorsqu'on constate que l'État, il y a un État qui n'est pas républicain, l'État est totalitaire, ça peut emmener à la population soit à se soulever et à l'armée pour faire un coup d'État militaire. Mais après, pour légitimer ça, lorsqu'on arrive au pouvoir, il faut justement motiver, sinon notifier certains points qui ont justifié le fait qu'il y a eu ce coup d'État et tout. Oui, France. Merci. Et c'était pour renchérir. En fait, ce que Edou veut dire, c'est que quand on tombe, on ne regarde pas où on est tombé, mais ce qui nous a fait tomber. Ouais. Et si aujourd'hui, il y a ce printemps de coup d'État, il faut rappeler que c'est une expression d'un relationniste qui n'est pas la mienne. Voilà, César, ce qu'il y a à César. Donc, si aujourd'hui il y a cette montée de coup d'État, c'est bien parce que, au préalable, les pays dans lesquels on constate ces coups d'État, le préalable n'a pas été fait. Logement, sur les plans le social. Les besoins primaires ne sont pas présents. Et puisqu'on parle de l'appréciation de la jeunesse, avant même d'arriver à ce que Livan disait, parce que tu vois, Livan, toi tu allais déjà même dans le sens après coup d'État. Mais avant coup d'État, et même pendant coup d'État, il faut regarder la réaction des populations. Les populations jeunes, la jeunesse africaine ne laisse pas croire qu'elle n'accorde pas d'importance à tout ce qui se passe en lien avec son pays. On a même l'impression que la jeunesse apprécie ces coups d'État. Donc il faut dire aujourd'hui que si on devait dire comment est-ce que la jeunesse reçoit, sinon considère ces coups d'État, mais elle le prend positivement. Elle prend positivement parce qu'elle estime qu'aujourd'hui la question du chômage, elle est touchée par la question du chômage. Elle est touchée par la question de l'économie, par l'employabilité, la politisation de l'emploi, la politisation de tous les secteurs aujourd'hui dans des États, fait même en sorte que dans certains pays où les situations là ne sont pas encore arrivées, les jeunes sont même en attente de coups d'État. Il faut le dire. Mais à ce point, permets-moi France d'ajouter, à ce point élémentaire là, on retrouve aussi l'aspect sécuritaire aujourd'hui. C'est le cas du Burkina Faso. Qui a été un élément très, très important dans ce coup d'État de l'Afrique de l'Ouest. Le cas du Burkina Faso et même, entre guillemets, le cas du Tchad, c'est plus l'aspect sécuritaire qui revient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la montée des rebelles, pourquoi, je pose aussi la question, nous devons aussi nous interroger là-dessus. Pourquoi les rebelles remontent-ils? Pourquoi les rebelles viennent-ils chercher le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est aussi un point d'interrogation à mon humble avis, pour régler ce problème de coup d'État-là, au-delà du fait qu'il puisse avoir du chômage, etc., c'est de comprendre en réalité que revendiquent-ils. Est-ce que ce qu'ils revendiquent est légitime? Oui, mais bon, avant de comprendre, n'oublions pas quand même que, ok, les rebelles sont là, les terroristes sont là, mais ce ne sont pas eux qui prennent le pouvoir, c'est l'armée quand même. Oui. C'est l'armée qui prend le pouvoir. Je me permets de faire cette analyse, c'est tout simplement pour ajouter les différentes causes qui amènent ces militaires à se mettre au pouvoir. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on connaît tous, le chômage, parce que ça c'est une réalité qui n'est pas seulement africaine, hein. Même dans les pays développés, en France, on rencontre les mêmes difficultés, le chômage. C'est vrai qu'à une échelle un peu moins élevée, mais ça existe. Donc c'est des points qui sont là, mais il y a d'autres points qui sont venus amplifier un peu cette prise de pouvoir-là par les militaires. On va revenir sur le Mariem, on parle de prise de pouvoir. France et Achille ont souligné un point intéressant en parlant justement du regard de la jeunesse par rapport à cette prise de pouvoir. Vous l'avez souligné en ce qui concerne évidemment le Tchad. Le président de la transition, le CMT, donc le comité militaire de la transition, apporte un petit peu, répond aux besoins un petit peu de cette jeunesse tchadienne que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Mais je veux dire, comment vous-même, vous l'avez apprécié cette prise de pouvoir par les militaires? Est-ce que vous vous êtes dit, on accorde le bénéfice du doute, ou vous vous êtes dit, on a l'impression peut-être de revivre ou bien de vivre une situation qui ne va pas nous rassurer? Comment vous étiez? Est-ce que vous étiez rassuré ou bien vous étiez un petit peu sceptique par rapport à la suite à donner à cette prise de pouvoir par les militaires?
Comme je l'ai dit tout au début, le pouvoir appartient au peuple et c'est au peuple de diriger et de désigner une personne capable de mener le pays sur la voie du développement. Mais on rencontre que malgré les régimes et les gouvernements qui se succèdent, il n'y a pas eu de changement. Pas de changement, on ne voit aucun changement sur le terrain. Et le peuple, il n'a pas d'armes. Le peuple, il est vulnérable, il ne peut rien faire. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous attendez à ce que Mahamat Idriss Déby, président de la transition actuelle, on le rappelle, vous implique dans cette transition-là, a besoin de vous écouter pour voir un petit peu ce que la jeunesse tchadienne pense, ce dont a besoin, même si on le sait, c'est le problème de chômage et tout le reste, mais est-ce que vous pensez que vous, en tant que jeune, vous avez besoin de communiquer avec lui, vous expliquer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin? Oui, je pense que le besoin est là. Et il faudra aussi faire un dialogue national pour la jeunesse pour que Mahamat Déby prenne soin de nombreux demandes et tout. C'est votre doléance? Oui, ce sont des doléances et tout. Et voilà, pour qu'il fasse de son mieux et tout. Et je vois que malgré les difficultés qu'on a rencontrées, malgré les taux de chômage actuellement qu'on voit, il n'y a pas eu tellement de changements. Et j'espère qu'avec son régime, il mènera les pays sur la voie du développement et tout. Et j'espère qu'il va assurer aussi en quelque sorte de mener les pays. Et voilà. D'accord. Achille, Franz l'a souligné, et c'est un fait, ça il faut le dire, hein, les amis, c'est un constat général. On a vu par exemple au Mali, quand il y a eu cette première prise de pouvoir, ce premier coup d'État, on a vu une jeunesse malienne qui a jubilé. Et lors du deuxième, lors des sanctions par exemple qui ont été infligées au Mali, on a vu le soutien de la jeunesse à l'endroit de la transition malienne. Est-ce que Achille, aujourd'hui, comme Franz l'a souligné, est-ce que quelque part un peu la jeunesse est en train de légitimer un peu cette prise de pouvoir par l'armée, au vu de la réaction de cette jeunesse qui est plutôt satisfaite à chaque fois qu'il y a une prise de pouvoir par les militaires? Et comment comprendre cette réaction de satisfaction de cette jeunesse-là? Bien évidemment, c'est justement un fait de la légitimité, une action même qui justifie de la légitimité d'un coup d'État. D'accord. Sinon, s'il n'y a pas cette réaction, le coup d'État n'est plus légitime. Parce qu'il ne suffit pas de faire un coup d'État pour que ce soit légitime, mais il faut des faits qui ont poussé à ce coup d'État. Et après le coup d'État, comment ça se passe? On observe. C'est ce qui justifie de la légitimité d'un coup d'État. Oui, mais comment expliquer que les jeunes soient aujourd'hui satisfaits à chaque fois qu'il y a un coup d'État dans un pays? Le Burkina Faso, c'est le cas. On a vu des gens aller dans les rues, jubiler. Ils étaient très contents, très heureux à l'idée de savoir que le président Roch-Marc Christian Kaboré donnerait sa démission. Comment expliquer cet engouement de cette jeunesse? Bien sûr, Régis, mais c'est tout autant simple. C'est comme je disais au préalable qu'il y a d'abord une non prise en compte de cette jeunesse-là dans le fonctionnement étatique. Donc c'est une sanction, cet engouement, c'est une forme de sanction de la jeunesse, de la part de la jeunesse? Bien évidemment, bien évidemment. Oui, Liven. Je vais aller dans le prolongement d'Achille. Il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est que la population africaine, elle est majoritairement jeune. Donc c'est bien normal que lorsqu'il y a un coup d'État, c'est cette jeunesse-là qu'on retrouve dans la rue qui vient, entre guillemets, jubiler ou bien donner une légitimité à ce coup d'État-là. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut comprendre aussi que le jeune africain aujourd'hui est un peu, je ne veux pas dire anticolonialiste, mais il est un peu quelque part mal à la gauche par rapport aux colons. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un peu ce rejet-là de celui-là même qu'il a apporté entre guillemets, la démocratie qui est le colon, qui a apporté l'indépendance. Ce qui traduit cette suite logique-là qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine considère ces présidents-là comme étant des présidents à la merci ou bien à la main de ces pays-là. Non, mais est-ce que oui, c'est vrai, on peut avoir une colère noire vers l'Occident, mais est-ce que c'est réellement ça qui justifie France? Est-ce que c'est réellement ça qui justifie le fait que le jeune burkinabé soit heureux à l'idée de savoir que son président va démissionner, qui justifie le fait que lorsqu'on apprend qu'il y a un coup d'État et que les militaires viennent sur la télévision nationale annoncer cette prise de pouvoir par les militaires, qu'on voit des jeunes qui descendent dans des rues aller célébrer cette prise de
pouvoir, est-ce que c'est uniquement, on va dire, cette colère noire envers l'Occident, ou bien il y a d'autres mots qui expliquent cette réjouissance de cette jeunesse? Est-ce que quelque part aussi, on a le droit de s'inquiéter de cette jeunesse-là qui s'est réjouie d'une situation assez compliquée dans son pays? Les raisons sont nombreuses. Maintenant, pour ce qui est de la colère noire, je pense que c'est une raison, mais peut-être pas une raison principale, mais une raison secondaire. Déjà, au préalable, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut jamais se réjouir d'une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Mais ce qu'on observe, c'est comme Achille disait, c'est un fait. On observe un fait, il est là, on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce n'est pas parce que la jeunesse jubile que ça veut dire que la jeunesse est pour, à la base, une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. D'accord. C'est comme demander à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps pourquoi il est content quand on lui donne de la nourriture. Mais c'est simplement parce qu'il a faim. Et si la jeunesse aujourd'hui jubile, mais c'est parce que la jeunesse au préalable, elle se rend compte que sa faim de travailler, sa faim d'apprendre dans des conditions normales. Oui, parce que le pays est toujours victime d'attaques terroristes, le Burkina Faso par exemple. Cette envie de vivre dans un cadre rassemblant tout ce qu'il faut comme sécurité alimentaire, sécurité financière, sécurité, je vais même dire sociale, il n'y en a pas. Et donc, le changement de régime, qu'il soit militaro ou bien qu'il soit militaire ou électoral, voulais-je dire, c'est toujours un moyen, sinon ça suscite toujours en la population, particulièrement à la jeunesse, un espoir de changement. Et vous savez que l'espoir de changement, naturellement, suscite la joie vis-à-vis des populations. C'est normal aujourd'hui que cette jeunesse jubile parce qu'elle se dit que celui qui a fait le coup d'État est considéré comme celui qui va apporter le changement. Et la grande question, c'est est-ce que ce sera le cas? Celui qui va apporter la nourriture. Voilà, celui qui va apporter la nourriture. La grande question, c'est maintenant, est-ce que ce sera le cas? Maintenant, quand on prend le cas de ce qu'on voit sur la scène, on se dit que ce ne sera pas toujours le cas. Parce que faire la même chose plusieurs fois en pensant qu'on aura des résultats différents, mais c'est se tromper. Il y a un peu le côté sceptique un peu de tout ce qui se passe. Parce que qui fait le coup d'État généralement, ce sont les personnes qui ont parfois appartenu à l'ancien régime. Mais je ne connais pas d'enfant qui dit que sa mère prépare mal. Pourquoi un enfant qui a appartenu à un ancien régime qui fait un coup d'État aujourd'hui, on estime que demain il va bien travailler? Ce sera parfois assez étonnant, mais pas impossible. Exactement. Mariam, on a parlé un petit peu de cette jeunesse. Il y a également un point, prenant le cas du Burkina Faso par exemple, petite transition évidemment pour arriver à notre thématique. On a vu qu'il y a beaucoup de jeunes, en l'occurrence des jeunes filles, qui se sont un petit peu révoltées contre le pouvoir en place en ce qui concerne le Burkina Faso. Et ces jeunes filles ont facilement été recrutées par des terroristes. Quand on a vu un peu ce qui s'est passé avec des coups d'État, enfin des attaques terroristes où des jeunes filles burkinabées ont été impliquées dans ces coups d'État-là. En tant que jeune fille africaine, tchadienne, quel regard portes-tu sur le fait qu'aujourd'hui les jeunes filles se fassent facilement enrôler dans des groupes terroristes et quel est le message que tu veux donner aujourd'hui à ces jeunes filles-là? Moi, je trouve que les jeunes filles, nous en tant que jeunes filles, en tant que femmes, nous sommes vulnérables. Et le fait que les terroristes prennent ces filles-là, c'est inacceptable au fait. Il faut que nous, en tant que jeunes filles, on soit à l'écart de cette étape, à l'écart de l'armée, on laisse le pouvoir au peuple de gérer. Et nous, en tant que femmes, en tant que jeunes filles, il faut qu'on passe à une étape où on réfléchit comment développer le pays, comment mener le pays sur la voie de développement. L'armée, comme je l'ai dit, l'armée n'a pas sa place pour diriger un pays. Et j'espère que dans tous les pays africains qui se sont lancés dans cette étape-là, à savoir la Guinée, le Mali et récemment on voit avec le cas du Burkina Faso. J'espère qu'après cela, l'armée va laisser le pouvoir et assurera la transition. Vous êtes à la tête, Mariam, vous êtes à la tête d'une organisation tchadienne. Est-ce que c'est le genre de thématique que vous abordez dans cette association-là avec des jeunes filles, avec les ressortissants tchadiens, pour justement mener le Tchad, comme vous l'avez dit, sur la voie du développement et de cette application de la démocratie, tout simplement? Moi, je rappelle que je suis la chargée des affaires académiques et sociales de mon association et je trouve que ce n'est pas intéressant d'aborder tout le temps des sujets politiques et tout pour ne pas amener les gens à être à des conflits et
C'est la raison pour laquelle. Moi, ce que je conseille à mon association et ce que je pourrais faire en tant que chargée des affaires académiques et sociales, c'est d'amener les gens à des débats, qui vont faire améliorer l'Afrique. Et notamment le Tchad, parce que je suis tchadien de base. D'accord. Bon, ben, c'est bien. On les a mis, il nous reste quelques minutes. Achille, on va clore cette première partie d'émission. On va revenir du coup. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter un peu pour la jeunesse de demain, même si, vous l'avez souligné, une jeunesse quelque part qui légitime un peu cette prise de pouvoir, ou tout simplement une jeunesse qui est consciente de ce qu'elle fait et qui va apporter à travers ses actes une solution, des pistes de solutions de sortie de crise, selon vous? Bien sûr, il faut que la jeunesse soit déjà très engagée. Donc, il ne suffit pas de jubiler, de légitimer ce coup d'État. Mais après, il faut être très engagé par la suite. Il faut accompagner l'État. Voilà. Parce que Thomas Sankara disait déjà, lorsqu'on est malade, il ne suffit pas de nommer le médicament pour être guéri. Mais il faut le prendre. Ouais. Donc, et quand je parle de prendre, je parle justement de l'acte qui fait en sorte que l'on discute aujourd'hui, c'est la prise de pouvoir et tout, par le militaire, coup d'État et autres. Donc il faut agir un temps soit peu. Il faut agir. Et en parlant de agir, on va parler d'une jeunesse axée sur le leadership. Et ça, c'est en deuxième partie d'émission. Le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Tout de suite, nous allons parler un petit peu de leadership de la jeunesse. Liven, déjà, qu'est-ce que l'expression te renvoie? Ça te renvoie à quoi quand on parle de leadership de la jeunesse aujourd'hui? Merci Régis pour la question. En fait, on ne va pas trop spéculer sur le terme. Mais ce qu'on peut comprendre par ce terme qui est le leadership de la jeunesse africaine, c'est de pouvoir détecter dans la jeunesse africaine ces éléments-là qui sont capables, quand je parle d'éléments, je parle des jeunes, qui sont capables à eux de pouvoir tirer les autres vers le haut. Parce que c'est ça en réalité le leadership. Ouais. Le leadership, c'est de pouvoir amener celui-là qui a un point, je vais dire à 1.0, à 1.1, sur tous les aspects. C'est-à-dire que sur l'aspect de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes sont malheureusement dans une courbe où tu termines des études, tu déposes un dossier, oui, c'est le cycle naturel, j'ai envie de dire. Le cycle naturel, j'ai envie de dire, comme un peu comme toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces jeunes-là, il y a certaines qui sortent du lot, certaines qui entreprennent et qui ont décidé et qui décident de faire comprendre au reste de la jeunesse africaine qu'en réalité, on doit pouvoir se réveiller. Donc, l'aspect même de réveil que certains jeunes entreprennent sur les autres, c'est même cela même que moi je qualifierais de leadership. C'est-à-dire que c'est d'emmener tout le monde vers le haut, soit sur l'entrepreneuriat, soit sur la politique. Parce qu'en réalité, c'est pas trop loin lorsqu'on parle de leadership. Et surtout lorsqu'on veut que ces leaders africains, ces jeunes leaders africains puissent rentrer dans la boule de développement d'un pays, on ne doit pas s'éloigner de l'entrepreneuriat, on ne doit pas s'éloigner de la politique. Donc, pour chuter, je dirais que le leadership africain, c'est ces jeunes-là qui ont décidé et qui décident jour et nuit, jour après jour, de pouvoir emmener les frères africains. On peut voir dans plusieurs pays, emmener les frères africains à côtoyer le sommet sur tous les plans. À côtoyer le sommet sur tous les plans. France, est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, sur quels critères définir ces leaders-là, ces jeunes leaders, sur quels critères? Vu que nous parlons de la jeunesse africaine, il faut déjà dire qu'il y a ambivalence avec le mot leadership ou leader en Afrique. Ça commence déjà avec les aînés à la base. Quand on regarde un peu la société africaine, on va se rendre compte que est leader qui veut et plus qui peut. Ouais. Parce que moi, je pense plutôt qu'au lieu de parler de leadership, on a certainement envie de parler de modelship. Je ne sais pas si l'expression existe. On va peut-être créer l'expression, ouais. De toute façon, elle sait la situation. Voilà. Donc, ouais. Je veux plutôt dire on parle de modèle. Celui qui peut être un exemple pour la jeunesse. Et quand on parle d'exemple, c'est d'exemple du point de vue positif. Oui, parce que c'est là aussi la question, France, comment mesurer leur impact sur la jeunesse aujourd'hui? Mais le modèle, tu sais, Régis, un modèle, c'est déjà quelqu'un qui vous emmène à rester sur des valeurs. Les valeurs, on nous les enseigne toutes
depuis notre enfance. La justice, le respect, l'équité et tout ce qui va avec des valeurs sociétales, démocratie et autres. Mais on ne peut pas avoir, loin de moi l'idée de critiquer qui que ce soit ou bien les valeurs de qui que ce soit parce que nous grandissons tous selon des éducations et des sociétés différentes. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, toutes les valeurs intrinsèques sont en chacun de nous. Et que l'on développe ces valeurs, c'est ceux-là qui ont la capacité de mieux développer leurs valeurs en société et comme disait Livan, ceux qui ont la possibilité de conduire, sinon de guider les peuples qui sont appelés leaders, qui sont des modèles positivement. Parce que, comme je le disais une fois de plus, je le réitère, aujourd'hui en Afrique, on se fait leader peut-être parce qu'on a côtoyé un véritable leader ou on se fait leader parce qu'on veut faire le mathuvisme. Et ça fausse déjà la donne en Afrique. Et donc, si déjà même le mot leadership lui-même en Afrique commence à avoir une connotation un peu que ce soit en acte ou que ce soit en théorie ou en pratique, ce mot-là devient problématique pour les Africains. Ouais. Voilà. Est-ce que Mariam, est-ce que vous avez des leaders, des jeunes leaders que vous suivez sur les réseaux sociaux et bien de manière générale un petit peu, que ce soit dans le domaine de la politique, l'économie sociale, bref, des jeunes leaders qui arrivent à tirer en vous le maximum, qui arrivent à vous faire sortir un peu de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et comment vous arrivez à apprécier ces personnes-là? Pourquoi vous les suivez d'ailleurs, si c'est le cas? Bon, on parle premièrement de jeunes leaders africains. Donc moi, je commencerai tout d'abord par l'éloge un peu de l'Afrique. Je dirais que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et aujourd'hui, on rencontre très souvent des problèmes partout en Afrique et partout dans le monde. Donc, et ces problèmes méritent d'être relevés. Et ces problèmes ne pourront être relevés que par des jeunes leaders africains. Nous, en tant que jeunes Africains, nous tenons à vraiment mettre les choses sur la table et essayer de résoudre ces problèmes sociopolitiques, ces problèmes économiques et les restes des problèmes que rencontre l'Afrique. Et cependant, aujourd'hui, on ne peut pas s'élever et dire que moi je suis un leader ou bien une leader, mais qu'est-ce que ce leader fait en Afrique? Exactement. Quel est son impact en Afrique? Qu'est-ce qui fait de lui un leader? Merci. Ça, c'est vraiment, les questions sont pertinentes, mon cher Achille, parce que tout à l'heure, j'ai demandé à Franz, est-ce que l'impact est mesurable de ces jeunes leaders-là? Et comment, parce que sa question elle est pertinente, comment les définir? Est-ce que le jeune leader, comme Franz l'a souligné, est-ce que si Franz est aujourd'hui vu comme un leader, que je fréquente Franz, est-ce que ça fait de moi automatiquement un leader? Ou bien le leader, c'est celui-là qui a déjà un profil bien établi, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti de zéro pour devenir aujourd'hui un héros? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours qui inspire? C'est qui est leader et qui ne l'est pas aujourd'hui, Achille? C'est vrai qu'on a un véritable problème sur la portée sémantique, même des expressions. Dans le cas d'espèce, être un leader, la démonstration, elle est simple. Le leader, c'est celui qui avance et tire les autres. Ouais. Le leader n'est pas celui qui est déjà au sommet, a un certain avantage, influence, et on le considère comme un leader. Il y a un problème de vertu, de perception des choses. Parce qu'un leader, c'est celui qui est vertueux. Un leader, c'est celui qui enseigne des bonnes valeurs. Le leader, c'est celui, même sur le plan de la politique, l'entrepreneuriat, ça touche un peu plusieurs secteurs. Tu vois. Oui, mais ils sont nombreux, Achille, aujourd'hui. Désolé de t'interrompre. Hein. Ils sont nombreux aujourd'hui un peu sur le continent, ces leaders. Hein. Franz a parlé de, entre guillemets, leaders. Oui, peut-être qu'on va y aller dans ce sens-là, parce que l'autre constat également, c'est ça, parce que, OK, il y a beaucoup de flopées, il y a une flopée de ces leaders-là jeunes sur le continent. Mariam a posé la question, une question que j'ai soulignée également en posant la même à notre ami Franz. Mais comment mesurer l'impact aujourd'hui? Est-ce que réellement ces leaders, ces jeunes leaders africains arrivent aujourd'hui à réveiller cette génération, cette jeunesse-là qui est endormie, j'ai envie de dire un petit peu. Est-ce que toi, derrière, tu as cette perception-là des choses? D'accord. Je dirais qu'il y a un véritable problème parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont considérés comme des leaders, ce ne sont pas des leaders au fond. D'accord. Il y a des autorités. Ce sont des autorités.
Ah ouais, c'est un leadership voilé, tout simplement. Il y a des influenceurs, ce n'est pas des leaders. Le leadership, c'est des voilà. de fait. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc, il faut qu'on essaie de faire la part des choses, de savoir qu'un leader, c'est celui qui a tel critère, et d'autres ne sont pas considérés comme des leaders. Mais quels sont ces critères selon toi, Achille? Quels sont ces critères aujourd'hui? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toute une éducation. D'accord. Voilà, c'est toute une éducation. Oui, moi, mon cher Régis, je vais un peu rebondir sur ce que France disait tout à l'heure. On constate, je ne sais pas si vous faites le constat avec moi, que beaucoup qui font, entre guillemets, de la résistance se considèrent comme des leaders. On constate que certains qui ont peut-être du mal à s'exprimer, bien qui ont du mal à prendre une position sur un territoire national, une fois qu'ils prennent l'avion, ils se considèrent comme leaders. Ouais. Ça, il faut faire très attention aussi à ça. Moi, j'estime honnêtement, c'est un peu le prolongement de la thématique qu'on a traitée la dernière fois, c'est que la jeunesse aujourd'hui doit comprendre que pour son avenir, pour demain, elle doit prendre position. Elle doit prendre position sur tous les secteurs. Le secteur de la politique, le secteur de l'entrepreneuriat, la jeunesse doit prendre position. Mais malheureusement, cette jeunesse-là, pour prendre position, elle doit pouvoir se doter des moyens. Elle doit pouvoir se doter de ces leaders-là qui sont capables d'impacter. Parce que c'est ça le véritable rôle d'un leader. Un leader, il impacte. Mais il impacte, pour moi, un leader, il impacte positivement. Et pour impacter cette jeunesse positivement, par exemple, sur un point de vue politique, bien sûr, un point de vue de l'entrepreneuriat, c'est de faire comprendre aux uns ou aux autres qu'en réalité, on ne doit plus tout attendre des entreprises aujourd'hui. Ouais. On doit pouvoir nous-mêmes créer nos entreprises. On doit pouvoir nous-mêmes faire tourner nos économies. C'est ça, pour moi, c'est ça le point important. Et il y a un autre point aussi, France, avant de donner la parole à notre amie Mariam, on parle de leaders, vous l'avez dit, hein, c'est des gens qui ont des parcours qui inspirent. Il y a un autre point, et ça on le voit un peu sur les réseaux sociaux, c'est que ces mêmes leaders, ces mêmes jeunes qui se considèrent comme leaders, parfois, on va dire, se font la guerre entre eux. Est-ce que tout ça, ça rassure un peu parce que la thématique, c'est de savoir si ces jeunes leaders sont des piliers, enfin la relève de demain. Est-ce que de voir ces gens qui sont censés inspirer les autres, de voir ces mêmes personnes se battre entre elles, est-ce que ça rassure quelque part un peu sur l'avenir de demain en ce qui concerne notre beau et magnifique continent, l'Afrique? Bon, déjà, il faut dire que si on s'appuie sur la définition et l'image que prenait Achille tout à l'heure, ouais, que le leader, c'est celui qui tire les autres vers le haut, il faut dire que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui se considèrent comme leaders ne le sont pas. D'accord. Parce que, en principe, un leader n'a pas vocation à susciter, sinon à créer des discordes avec qui que ce soit. En principe. Et dès l'instant où un leader crée les problèmes, mais il est en porte-à-faux avec même le sens du leader. Donc difficile de dire si c'est des piliers de la relève de demain. C'est pas difficile. Ils ne sont pas piliers. Il faut le dire. Ah ouais, mais France les catégoriques, tant mieux. C'est pas difficile parce que si c'est difficile, c'est qu'on leur donne le bénéfice du doute en tant que leader. Ils sont influenceurs. Mais vous savez, celui qui influence, je pense à Achille qui disait ça, celui qui influence, mais il influence dans quel domaine? Mais quand on parle, généralement, la notion de leadership ne se détache pas un peu de la notion de légitimité. Ouais. Parce que le leader doit être légitime. Et je pense, si j'ai bonne souvenance, c'est Karl Marx qui parlait de la légitimité, ou Max Weber, voilà, qui parlait de la légitimité charismatique, la légitimité traditionnelle ou la légitimité légale. Il doit être reconnu par ses pairs. Mais quand on regarde la majorité aujourd'hui de ceux qui prétendent être leaders, mais ils n'ont que la légitimité Internet, si on peut le dire ainsi. Mais la légitimité d'Internet n'est pas la légitimité charismatique. Celui qui détient la légitimité charismatique, c'est celui qui est capable, bien sûr, d'inculquer non seulement des valeurs, mais comme il disait, d'apporter un changement positif dans la vie de l'autre. Et ce n'est pas le cas selon toi sur le continent? À grande majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leaders. Il y a des leaders. Il y a même des très grands jeunes leaders. Tout à l'heure, on a parlé par exemple de la question, l'appréciation de la jeunesse par rapport au coup d'État. Mais qui fait les coups d'État? C'est une question qu'on n'a pas posée. Ce sont des jeunes, la grande majorité, qui font les coups d'État. Quand on regarde, on fait un peu la différence entre les coups d'État qui se faisaient dans les années 60 et les coups d'État aujourd'hui, vous allez voir que la tranche d'âge des personnes qui sont même au cœur de ces coups d'État sont des jeunes. Et regardez même le système des coups d'État, ils ne sont plus les mêmes. C'est pas qu'on encourage les coups d'État, non. Mais c'est pour dire qu'il y a moins d'effusion de sang
Quand les jeunes procèdent aujourd'hui au coup d'État, ça dénote non seulement d'un sens du leadership, ça veut dire que le jeune aujourd'hui, quand il s'engage dans un processus de coup d'État, il a conscience qu'à côté, il y a une population qui doit épargner en termes de fusion. Mais j'insiste encore, ça ne veut pas dire que la jeunesse est pour les coups d'État. En tout cas, c'est bien de le préciser, mon cher. Mariam, le point, il a été souligné par notre ami Franz en parlant qui a voulu circonscrire un petit peu l'impact de nos amis jeunes leaders, en tout cas ceux-là qui se définissent comme tels, à Internet. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus un petit peu amplifier l'avènement de ces jeunes leaders qui, pour le coup, parce que Franz, il a été d'accord, ne représente pas en tout cas la relève de demain. Est-ce que pour toi les réseaux sociaux sont venus amplifier un petit peu ça, ou bien tu nages à contresens dans le sens où les réseaux sociaux sont beaucoup plus venus faciliter la communication, enfin le relais, l'échange avec les autres jeunes? Moi je pense que tous ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont plus des influenceurs, ce ne sont pas des leaders. Les leaderships, je rappelle que ces mots ont été posés en Afrique dans les années 1990, si ma mémoire est bonne. Donc, si on veut savoir si la personne est un leader ou pas, voyons voir son niveau intellectuel, son niveau d'instruction et son exigence face au développement de l'Afrique et face aux problèmes que rencontre l'Afrique. Mais on voit maintenant que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils influencent les autres. Ils sont là que tirer les autres dans le mauvais sens, dans le mauvais chemin. Au lieu de les tirer vers le développement de l'Afrique, ils sont en train de les égarer. Et justement, par rapport à ça, Achille, Franz l'a souligné, et c'est bien de relativiser, hein, mon cher Franz, parce que quand on parlait, on avait l'impression que ces jeunes leaders n'existent pas. Non, il y en a qui sont là sur le continent, même si c'est une petite portion. Pour autant, ils sont là, ces jeunes leaders qui remplissent tous les critères que vous avez soulignés sur ce plateau de Génération News. Achille, comment tirer profit de ces vrais jeunes leaders, pour le coup, s'il faut aller dans ce sens-là? Comment tirer profit de cette petite portion des jeunes leaders qui sont là aujourd'hui et qui ont le leitmotiv de faire marcher l'Afrique, notre continent, vers un développement durable et simple? Comment tirer profit de ces jeunes leaders? Est-ce que selon toi, il faut organiser des séminaires avec ces jeunes leaders-là, ces vrais-là, qui ont vraiment l'amour du continent, ou tout simplement aller dans un autre sens? Comment tu perçois le fait de tirer profit de ces vrais jeunes leaders sur le continent? Oui, mais c'est vrai, c'est très important d'ailleurs, mais tout part d'abord de la reconnaissance. Comment savoir qu'un jeune est un vrai leader? Ça part de là. D'accord. Tu vois? Maintenant, après ça, il faut savoir que de nos jours, on a ce problème-là. On ne sait pas reconnaître un vrai leader et de celui qui ne l'est pas. Toi, tu y arrives? Tu arrives à les reconnaître? Oui, bien évidemment. Bon, d'accord, mais donne-nous le secret, entrepreneur. Voilà, du coup, qui est un jeune leader pour toi et qui ne l'est pas? Comment tu arrives à les distinguer? Bon, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui est vertueux, ça ne s'ignore pas. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a cette capacité de convaincre, cette capacité de dire ce qui est bien, cette capacité d'orientation. D'accord. Ne s'ignore pas. Mais après, il faut aussi notifier la façon dont la jeunesse se comporte aujourd'hui. On n'a plus cette facilité, c'est parce que je suis jeune, on n'a plus cette facilité d'être attiré par des personnes qui font des choses moins importantes, qui font des choses peut-être évanescentes, qui font des choses qui ne vont pas dans les principes. Enfin, attirer tout simplement par le divertissement que par... le divertissement. Voilà, et c'est ça aussi le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Dès lors qu'on n'arrive pas déjà à distinguer ça, c'est ça et c'est ça la base, c'est fondamental. Mais à partir du moment que c'est fait, Achille, à partir du moment où c'est distingué, à partir du moment où on a ciblé ces vrais jeunes leaders, ceux-là qui remplissent en tout cas les critères que tu as soulignés, ceux-là qui ont faim de voir l'Afrique réussir, de voir cette jeunesse-là africaine-là réussir, parce qu'on a tendance à parler d'une jeunesse inconsciente, une jeunesse endormie sur le continent, mais justement ces leaders-là, ces jeunes leaders sont là pour réveiller un petit peu ces jeunes-là qui dorment encore. Comment tirer profit de ça, de
ces vrais jeunes leaders identifiés? Mais c'est simple, il faut leur donner de la légitimité. D'accord. C'est comme il disait, il faut leur donner déjà de la légitimité, il faut leur accorder du crédit. C'est ça aussi le plus important. Il faut suivre ces personnes-là. Il faut leur donner de la lumière. Et c'est comme ça qu'on partira à une bonne évolution. Voilà. Mariem, il y a un autre point, et ça c'est un constat, c'est en préparant cette émission, justement, je suis tombé sur cette doléance de la junte féminine représentée par beaucoup de jeunes filles qui disent qu'aujourd'hui, elles ont très peu de modèles de jeunes leaders aujourd'hui sur le continent. Beaucoup, vous l'avez souligné, avec l'avènement des réseaux sociaux, on assiste à la naissance des coachs en développement personnel, des coachs qui parfois s'initient un peu dans votre vie privée, mais qui ne sont pas vraiment dans l'éveil de conscience, mais sont beaucoup plus dans l'éveil d'autre chose, mais qui n'a rien à voir avec l'avancement de notre continent, l'Afrique. Beaucoup de jeunes filles s'identifient à ces coachs, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, mais elles estiment qu'il manque réellement de jeunes leaders au féminin qui vont aider ces jeunes filles-là à sortir un petit peu du carcan dans lesquelles elles se sont avancées. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous êtes aussi dans la même doléance? Il faut plus de jeunes filles leaders sur le continent pour essayer de tirer un petit peu les jeunes filles aussi dans le même sens, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est un constat que tout le monde le remarque. On remarque pas assez de jeunes filles leaders en Afrique précisément. On rencontre le plus souvent, comme vous l'aviez dit, des coachs. Mais pourquoi selon toi, Mariem? Est-ce que les jeunes filles ont peur de prendre le pouvoir? Est-ce que les jeunes filles ont peur Est-ce que c'est la peur ou bien c'est simplement parce qu'elles estiment que ça c'est purement destiné à la junte masculine? Comment tu peux expliquer cette absence de jeunes filles leaders? Il y en a, mais pas beaucoup. Mais comment expliquer ça? Comment tu l'expliques? Je pense que c'est le manque de confiance, le manque de charisme qui amène ces jeunes filles à penser cela. Mais moi, je dirais qu'il est bien possible d'avoir de jeunes filles leaders en Afrique. Parce que très souvent, on rencontre la dame qui est sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs, moi, je suis Lady Sonia. Oui, coach Lady Sonia. Oui, Lady Sonia. Donc, ces coachs, elles influencent les jeunes filles dans les relations, les coacher, mais coacher les filles sur les bonnes démarches, sur c'est l'entrepreneuriat, le développement, ouais, d'accord. On remarque qu'il en manque, et ça, c'est un constat que, voilà, que tu soulignes. D'accord. Que je souligne, oui, mais d'ailleurs. Du coup, Achille, je viens à toi. Mais comment emmener ces jeunes filles-là aujourd'hui à sortir de ça, de cette peur, entre guillemets, de cette absence de charisme dont tu soulignes? Premièrement, je dirais d'organiser une association pour le développement et pour attirer les jeunes filles dans cette étape, quoi. Donc, je pense bien qu'organiser des débats aussi souvent, organiser des concours pour les mobiliser, pour les amener à estimer cette force qui est en elles. Cette force qui est en elles, bien sûr. D'accord. Oui, Achille. Voilà, donc c'est comme je disais, on est plus attiré par le futile de nos jours. Donc, du coup, une femme qui arrive, qui donnera des conseils sur Facebook, des conseils dans des couples, des jeunes filles, sera plus suivie que celle qui parle du développement personnel, par exemple, de la politique. Et de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Et c'est ça le véritable problème. Oui, Liven. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'Achille disait et Mariam. Concernant par exemple le cas des coachs qui se développent un peu de gauche à droite. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Ils sont tellement nombreux qu'on ne sait même plus qui fait quoi. Ouais. Ça, c'est inquiétant, à mon humble avis. C'est très inquiétant. Pourquoi? Vous avez un coach, une dame par exemple, qui n'est pas mariée, qui vous apporte des conseils sur comment gérer un foyer. A contrario, vous avez votre grand-mère qui a 18 ans de mariage, qui vous répète tous les jours que ma petite fille, c'est pas comme ça qu'on agit, laisse-moi là-bas sur le vieux temps. Vous voyez un peu comment c'est devenu un peu complexe. C'est devenu contradictoire. Maintenant, c'est ce que Mariam disait sur, moi je dis, à l'image du contexte africain, de notre culture africaine où il fallait se retrouver soit à Langar. À Langar, c'était un endroit réservé aux hommes
ou bien sous le baobab pour traiter un problème. Aujourd'hui, le camp de garde, merci beaucoup Achille, aujourd'hui, pour ces jeunes femmes-là, ou bien pour ces jeunes demoiselles-là, il faut un cadre d'échange. Il faut organiser, il faut trouver les voies et moyens pour définir un espace d'échange, un cadre d'échange qui va permettre on va dire ça comment, un transfert, soit de connaissances, un transfert de charisme, de compétences aussi, et un transfert de confiance. Parce que la base même du leadership, c'est la confiance. Beaucoup l'ignorent. La base même du leadership, c'est la confiance. Un leader, s'il arrive à tirer les autres, c'est parce qu'il a confiance, soit en lui, soit à la vision. Il faut avoir une vision. Il faut arriver à transmettre cette vision-là à tes suiveurs. Parce qu'en réalité, ceux qui sont derrière le leader, c'est les suiveurs. Ça veut dire que pour chuter par rapport aux jeunes demoiselles, aujourd'hui, pas qu'il n'existe pas des... Non, il y en a, mais malheureusement, elles ne sont pas très très représentées. Et à la fois, la jeunesse africaine, elle est un peu en demi-teinte. D'accord. On a cette jeunesse-là qui se consacre, mais qui choisit de voir certaines questions. Et on a cette jeunesse-là qui, malheureusement, ma foi, certaines questions importantes abandonnent au profit des questions que Achille soulevait tout à l'heure. Ce qui fait que même lorsqu'on veut introduire, même lorsqu'on veut trouver un cadre d'échange, même lorsqu'on veut trouver une plateforme pour pouvoir regrouper cette jeunesse-là et échanger sur un élément principal, il est difficile aujourd'hui. Donc, à la limite, il faut réveiller à la fois cette jeunesse-là, qui n'est pas inconsciente bien sûr, mais qui ne prend pas son rôle véritablement au sérieux. Et qui ne maîtrise peut-être pas la force de pouvoir qu'ils ont entre les mains, parce qu'on le sait tous, hein, cette jeunesse-là, elle représente le présent, le futur d'un continent, en l'occurrence le nôtre. Franz, c'est vrai que c'est un peu inquiétant aujourd'hui quand même quand on parle de jeunes leaders, au vu de tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau-là. Oui, c'est inquiétant. Et c'est même très inquiétant, mais ce qui est moins inquiétant, c'est l'existence de cette poignée de leaders qui existe aussi. C'est moins inquiétant parce que, vous savez, moi je dis souvent que le catholicisme a été répandu dans le monde, sinon la chrétienté a été répandue dans le monde avec 12 personnes. On parle d'une personne et les 12 apôtres. Vous voyez que ça veut dire qu'une poignée de personnes a aussi la capacité de faire changer les choses. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, comment? C'est la grande question. Ouais. Et ça va dans le même sens de la question que tu posais un peu. Comment tirer profit de ces leaders actuellement? Moi, pour répondre à cette question, je vais plutôt ajouter la notion d'humilité qui joue un rôle aussi à l'intérieur. Ouais. Parce que le vrai problème, ce ne sont pas les leaders actuels, les vrais leaders actuels. Le vrai problème, ce sont ceux qui prétendent être leaders actuellement. Si aujourd'hui quelqu'un qui prétend être leader et qui au fond n'a pas l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas les valeurs intrinsèques d'un leader, là il y a un problème. La capacité de reconnaître que c'est vrai, j'ai marché avec un leader, mais ça ne fait pas de moi un leader. Ça encore, il faut l'avoir. Et c'est là où c'est ce qui complique, qui rend un peu la chose un peu complexe. Malheureusement, aujourd'hui sur le continent, nous sommes arrivés, hein, les amis, au terme de cette émission. Ça allait très vite, évidemment. Nous remercions Franz, vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie également Mariam, vous êtes étudiante en statistique. Et ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Vous revenez évidemment quand vous voulez. De l'autre côté, un habitué de ce plateau Génération News, Liven, marketeur, étudiant en marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mehdi 1. On remercie également Achille, vous êtes juriste de formation. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, n'oubliez pas, restez connectés à nos programmes.